Bonjour, merci à vous de nous retrouver en ce lundi matin pour une nouvelle matinale. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct et au programme de ce matin, nous parlerons d'économie, une rétrospective 2012 de l'année économique donc qui vient de s'écouler avec Nathalie Amou. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous parlerons donc de l'année économique en Israël mais dans le monde également avec donc Nathalie. Pour l'heure, nous commençons avec les titres qui ont occupé l'actualité ce matin et les déclarations remarquées hier de Shimon Peres, d'autant plus remarquées que l'on est en période préélectorale. Le président israélien a mis en garde contre une situation menant à un État binational si un accord de paix n'était pas négocié dans les plus brefs délais. Shimon Peres a également critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour avoir déclaré qu'il n'y avait pas de partenaire pour des négociations de paix côté palestinien. Réaction du Likoud. Netanyahou a déclaré qu'il était regrettable que le président ait choisi d'exprimer des opinions politiques qui sont détachées de celles du public concernant Mahmoud Abbas qui refuse de négocier et de faire la paix. Et de son côté, justement, Mahmoud Abbas a répondu aux propos de Shimon Peres en soulignant qu'il ne voulait pas rejeter l'État légitime d'Israël, mais ce qu'il définit comme l'occupation. Nous voulons vivre dans un État aux côtés d'Israël, a donc déclaré Mahmoud Abbas. L'émissaire international Lardar Brahimi, envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe, a affirmé avoir un plan susceptible d'être accepté par la communauté internationale afin de mettre fin au conflit en Syrie. Ce plan consiste en une solution politique basée sur la déclaration de Genève prévoyant un cessez-le-feu, la formation d'un gouvernement avec des prérogatives entières et un plan pour des élections présidentielles ou parlementaires. C'est ce qu'a détaillé donc Lardar Brahimi, estimant que les Syriens pourraient opter pour un changement de système politique en remplaçant le régime présidentiel actuel par un régime parlementaire. Brahimi a relancé cette question qu'il avait récemment évoquée, sans toutefois se prononcer sur le sort du chef d'État contesté depuis près de 2 ans. Et puis sur le terrain, en tout cas, l'armée syrienne bombardait encore hier 2 quartiers assiégés de Homs après avoir repris la veille un autre secteur dans un assaut ayant fait des dizaines de morts. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces violences interviennent au lendemain d'une journée particulièrement meurtrière avec 180 morts dans les seules régions d'Alep et de Damas. Les informations toujours délivrées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis notez que le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier devant des milliers de Syriens réfugiés en Turquie qu'Ankara soutiendrait jusqu'à la fin le soulèvement contre le président Bachar el-Assad, le président qu'il a qualifié de tyran. La Centrafrique, à présent, nous demandons à nos cousins français et aux États-Unis de nous aider à repousser les rebelles sur leurs positions initiales. C'est ce qu'a déclaré François Bozizé, le président centrafricain, lors d'un discours prononcé sur la place principale de Bangui, la capitale. François Hollande a répondu que la France n'est pas présente dans son ancienne colonie pour protéger un régime, mais pour protéger ses ressortissants et ses intérêts, et en aucune façon pour intervenir dans les affaires intérieures d'un pays. Le compte à rebours final vers le mur budgétaire est enclenché à Washington où aucun progrès notable n'a été enregistré pendant le week-end pour éviter l'entrée en vigueur ce soir d'une cure d'austérité brutale et lourde de menaces. Sauf accord au Congrès de plus en plus improbable en un si court laps de temps, se produiront en effet automatiquement à minuit ce soir une hausse des impôts pour la quasi-totalité des contribuables américains et des coupes claires dans les dépenses de l'État fédéral. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a été transportée hier à l'hôpital en raison d'un caillot résultant de la commotion cérébrale dont elle a été victime mi-décembre. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du département d'État. Et puis on prend également des nouvelles d'Hugo Chavez, le président vénézuélien, qui souffre de nouvelles complications d'une infection respiratoire. L'état de santé du président Chavez reste délicat. C'est ce qu'a annoncé Nicolas Maduro, que vous voyez à présent sur vos écrans. C'est le porte-parole de la présidence vénézuélienne. Voilà pour les titres, on se tourne vers vous, Nathalie Amou, pour notre rubrique économie et société. Alors l'année 2012, on l'a vu et on vient de le voir à nouveau dans les titres, a été placée notamment en Europe sous le signe de la récession. L'économie israélienne a été relativement épargnée et pourtant les inégalités subsistent. On en a eu un léger aperçu, particulièrement lourd en tout cas avec Moshe Slimane qui s'était immolé par le feu l'année dernière. On en est où
de cette année 2012 ? Alors effectivement, le cas que vous mentionnez fait partie, je crois, des faits marquants sur le plan socio-économique de l'année écoulée. Le 15 juillet 2012, donc un an jour pour jour après le déclenchement de la révolte des Tentes, un homme de 57 ans s'est donc immolé par le feu lors d'une manifestation organisée à Tel Aviv. Alors, donc on voit en même temps que vous parlez les images donc, dramatiques de cette immolation. Oui, qui était Moshe Silman? C'était quelqu'un qui avait donc créé une petite société de transport, était devenu ensuite chauffeur de taxi, avait connu des déboires de santé et finalement était criblé de dettes, ne recevait aucune aide de l'État. Et pendant cette manifestation, il avait accusé de façon assez véhémente « l'État d'Israël m'a volé et ne m'a rien laissé ». Et c'est donc ce geste dramatique qui a marqué l'opinion parce qu'il a eu valeur de symbole. Et les pouvoirs publics, évidemment, c'était un geste sans précédent en Israël. Ça a été l'occasion de rappeler que les disparités sociales se sont encore creusées. Parce que finalement, ce Moshe Silman, c'est un cas isolé, mais qui représente une certaine incertitude dans le futur des Israéliens. On dit souvent, on entend souvent ces remarques, « Oh, la crise, elle est en Europe, elle est aux États-Unis, mais finalement, elle n'est pas forcément encore arrivée en Israël. » Il faut modérer ce propos tout de même. Oui, c'est évident que le modèle économique israélien a ses laissés pour compte. Le bilan social n'est pas très flatteur, et ce, malgré une nouvelle année de croissance. C'est tout le paradoxe. En Europe, vous savez que les économies d'Europe du Sud, donc le Portugal, la Grèce et l'Espagne, d'où est parti le mouvement des indignés, ont plongé l'an dernier, toute cette année écoulée, dans une crise de la dette, des déficits sans réelle solution. Et évidemment, par rapport à cela, Israël tire son épingle du jeu. On a affiché cette année un taux de croissance d'environ 3%, 3 à 3,3%. Mais effectivement, il faut modérer cela, notamment avec des inquiétudes qui viennent désormais des États-Unis. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a théoriquement jusqu'à ce soir, pour l'administration Obama, pour éviter ce fameux mur budgétaire, donc le déclenchement automatique des coupes budgétaires et la hausse généralisée des impôts. Tout cela alimente des inquiétudes et le gouverneur de la Banque centrale, Stanley Fischer, l'a d'ailleurs anticipé puisque voilà quelques jours, il a diminué d'un quart de point le taux directeur à 1,75% par rapport à ces signes de récession économique mondiale possible. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la croissance est là, mais elle ne se répercute pas forcément sur les ménages israéliens dans leur vie quotidienne. Exactement, pas forcément. Elle est tirée par les exports. Elle sera tirée en 2013 par notamment l'exploitation du gaz, mais ce ne veut pas dire que le contribuable va en bénéficier. On sera certainement aussi en année d'austérité. Une année d'austérité, il y a quand même un élément, on va essayer d'être optimiste ce matin et de redonner un peu le sourire à nos téléspectateurs. Il y a tout de même un élément qui est important à noter, c'est l'ouverture du marché des télécommunications. On en parlait hier d'ailleurs avec Dror Even-Sapir qui nous parlait justement de Moshe Kahlon, ce ministre des télécommunications qui a rendu ce marché beaucoup plus ouvert et qui a permis aux Israéliens finalement de payer moins. Absolument. En fait, le lancement au mois de mai dernier d'offres commerciales de 2 nouveaux opérateurs, donc d'un côté Hot et Golan Telecom, a complètement changé la donne en Israël. Vous vous souvenez un petit peu du fil des événements. Il y a environ 1 an et demi, Jérusalem a attribué 2 nouvelles fréquences mobiles à des opérateurs d'origine franco-israélienne. On a un peu parlé de la révolution française de ces opérateurs. Alors, avec d'un côté donc Patrick Drahi, qui a bâti Numéricable et a investi en Israël en prenant le contrôle du premier câble opérateur Hot, et de l'autre, donc, Michael Golan, qui, lui, s'est fait connaître à la tête d'Iliad, la maison mère de Free en France. Tous deux donc, ont lancé un abonnement à moins de 20 €, ce qui signifie évidemment pour le contribuable et pour le consommateur israélien finalement la possibilité de diviser par 2 la facture de son abonnement. Donc ce n'est pas rien. Cela a obligé également la concurrence à s'aligner sur ces prix. Et Moshe Kahlon, que vous avez à juste titre signalé, est un peu l'artisan de cette dérégulation. Et le ministre des Télécoms a d'ailleurs été tellement finalement complimenté sur le succès de cette réforme qu'on appelle aujourd'hui de tous bords la duplication de cette réforme dans le secteur bancaire, par exemple.
Alors finalement, c'est une multiplication qu'on espère vraiment voir se faire dans la société israélienne, puisqu'il faut le signaler. Ce qu'on voit par exemple en France avec la Freebox et toutes ces facilités pour Internet, pour le système de téléphonie, etc. En Israël, c'est pas encore arrivé, ça met du temps. Internet, le téléphone, qu'il soit à la maison ou portable, continue à coûter cher. Donc ça, c'était le bilan positif de 2012, mais il y en a un autre. C'est la success story israélienne et vous vouliez nous en parler ce matin, c'est le système Dôme de fer. Absolument. Écoutez, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que lors de la dernière passe d'armes avec le Hamas à Gaza, ce système d'interception donc des missiles de courte portée, qui a été développé par la société Rafael, la société israélienne Rafael, avec l'aide financière des Américains, a fait ses preuves. On a affiché un taux de croissance de 80 à 85%, un taux de performance, de ce système. Et maintenant, un certain nombre d'industries de la défense s'intéressent à ce dispositif. La Chine, la Corée du Sud, et puis plus récemment l'Inde. On a eu une visite officielle du directeur général du ministre de la Défense israélien, Udi Shani, en décembre dans ce pays. Et selon la revue Defense News, l'Inde regarderait aussi avec insistance du côté de Dôme de fer. Donc Dôme de fer qui pourrait s'exporter, et en Inde notamment, c'est aussi une bonne nouvelle de 2012. Une autre success story israélienne qui a cette année observé quelques rebondissements, c'est l'affaire de Shai Agassi. Shai Agassi en avait la tête, c'est Better Place, ces voitures électriques. Finalement, Shai Agassi a été limogé en septembre. En octobre. En octobre. Donc Better Place, on en est où? Est-ce que vous pensez que l'aventure va continuer? Mais écoutez, en tout cas, il y a des interrogations et la nouvelle de l'éviction de Shai Agassi de sa propre société a pris de court le monde des affaires. Il y avait quelques signes avant-coureurs, mais quand même, Shai Agassi, c'est ce jeune entrepreneur. Ce jeune entrepreneur qu'on voit sur ces images israélien, il fait la fierté de tous les Israéliens puisque c'est le petit génie. C'était le petit génie de l'informatique. Il s'était illustré au sein de SAP, donc la société de logiciels. Il avait été remarqué au sommet de Davos en 2007, où il avait donc rencontré Carlos Ghosn, le patron de l'alliance Nissan-Renault, d'ailleurs chaperonné, on va dire, par le président de l'État hébreu, Shimon Peres. Tout cela a débouché sur un accord de coopération majeur pour Israël avec Nissan-Renault. Son idée révolutionnaire, finalement, une voiture électrique rechargée par des batteries, un peu comme dans le système de la téléphonie mobile, démocratiser l'usage de la voiture électrique, abandonner le tout pétrole, tout cela, le tout essence, c'était effectivement la vision. Maintenant, les actionnaires ont été un peu déçus finalement de ce parcours, à commencer par Idan Ofer, le président de Israel Corp, qui est actionnaire à hauteur de 30% de Better Place. Que reproche-t-on à Shai Agassi en 3 mots? Tout d'abord, des pertes colossales, 500 millions de dollars pour des objectifs finalement qui n'ont pas été atteints en termes de résultats commerciaux. Parce que je crois qu'il y a eu très peu de voitures vendues, je pense 700 uniquement en territoire israélien, très peu de voitures vendues. Très peu de voitures vendues, notamment au sein des flottes d'entreprises qui étaient la cible de ce projet. Donc finalement, Shai Agassi a été débarqué, remplacé par le président de la filiale australienne. Il y a une continuité, mais il y a effectivement des points d'interrogation sur cette belle histoire, affaire à suivre. Alors on espère que 2013 représentera le relancement de cette opération, puisque finalement c'est une belle idée de permettre d'économiser du pétrole et de mettre fin à notre dépendance au pétrole. On finit avec un événement très important pour les professionnels du tourisme, le dernier classement de Lonely Planet qui place le Negev au second rang des destinations incontournables de 2012. Oui, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, la nouvelle inespérée pour le secteur. Le classement du Lonely Planet, très influent guide touristique, qui place le Negev en seconde position des régions à visiter en 2013, juste derrière la Corse au niveau mondial. C'est un palmarès qui a été publié juste avant le déclenchement de l'opération donc Pilier de défense. Et pour le Lonely Planet, il faut même se dépêcher d'aller visiter le Negev, car la région se développe très rapidement.
Vous savez que l'armée israélienne a prévu d'installer sa ville des bases dans quelques années assez rapidement, c'est-à-dire ses unités technologiques qui seront transférées près de Beersheva. Donc cela veut dire que le touriste ne bénéficiera pas longtemps d'espace vierge. On risque de ne plus voir très longtemps ces belles vues dont on bénéficiait et que vous avez vu défiler sur vos écrans. Donc aller dans le Negev, c'est conseillé par Lonely Planet et par vous, Nathalie? Oui, je confirme, absolument. Merci d'être venue, de nous avoir permis de faire une rétrospective 2012 de l'économie, de la société israélienne. Merci à vous et bonne année civile 2013. On part à présent pour la mer Morte avec un phénomène pour le moins inquiétant. Vous allez le voir, ce sont les dolines, ces trous qui se forment par hasard un peu n'importe où et qui représentent un véritable danger, notamment pour les automobilistes. Alors si vous êtes en vacances près de la mer de Sel, ouvrez l'œil. C'est notre reportage de la matinée, regardez. La mer Morte, véritable trésor du patrimoine national, particulièrement prisé par les touristes et abondamment exploité par l'industrie minérale. Pourtant, ici, le long de la route 90, un danger inattendu guette les voyageurs. Une doline vient d'apparaître à quelques mètres seulement de la route. Il s'agit de cuvettes créées par un effondrement de terrain provoqué par l'érosion de la roche. Sa profondeur, plus de 20 mètres. Il y a aujourd'hui près de 2400 dolines. Ce phénomène est sous surveillance permanente. Les alentours de la route principale longeant la mer Morte sont parsemés de ces cuvettes, qui menaceraient directement les véhicules si l'une d'entre elles apparaissait juste sous la voie. Je ne peux pas dire que je travaille sans crainte, car ces crevasses peuvent apparaître n'importe où. Pour Zevouloun, qui suit le phénomène depuis longtemps, les travaux de la voirie ne sont qu'une solution dérisoire. Comme cette doline est très proche de la route, on la bouche afin de stopper la poursuite de son effondrement. Ça me rappelle l'histoire de ce garçon en Hollande qui cherchait à boucher la digue avec son doigt. C'est le retrait des eaux de la mer Morte qui dégage des surfaces salines propices à l'apparition de ces dolines. Zevouloun, un ancien de la région, évoque une vieille solution remise au goût du jour lors des accords d'Oslo en 1993. Le fameux canal de la paix était un projet visant à amener de l'eau depuis la mer Rouge sur 180 km pour renflouer la mer Morte. Son coût et le manque de coopération politique ont eu raison du projet. Les associations écologiques attribuent une large part de leur responsabilité de l'assèchement de la mer Morte aux industries. La plupart des eaux du fleuve qui abreuvent la mer Morte sont exploitées par les populations alentours. Les centres industriels du côté jordanien comme du côté israélien sont également responsables car ils pompent l'eau de la mer Morte afin d'en extraire les minéraux. La mer Morte se réduit à peau de chagrin, un phénomène inquiétant dont les dolines ne sont qu'une des multiples manifestations. Une conséquence désastreuse d'une activité humaine déraisonnable et non contrôlée, comme un avertissement donné à l'homme par une nature meurtrie. Rendez-vous donc également à la mer Morte, pas le Negev, c'est pas seulement le Negev qui est donc menacé de ces changements de l'activité humaine. On termine avec les titres qui ont marqué cette actualité de ce matin et les déclarations remarquées hier de Shimon Peres, d'autant plus remarquées que l'on est en période préélectorale. Le président israélien a mis en garde contre une situation menant à un État binational si un accord de paix n'était pas négocié dans les plus brefs délais. Shimon Peres a également critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour avoir déclaré qu'il n'y avait pas de partenaire pour des négociations de paix côté palestinien. Réaction du Likoud, il est regretté que le président ait choisi d'exprimer des opinions politiques qui sont détachées de celles du public concernant Mahmoud Abbas, qui refuse de négocier et de faire la paix. De son côté, Mahmoud Abbas a répondu aux propos de Shimon Peres en soulignant qu'il ne voulait pas rejeter l'État légitime d'Israël, mais ce qu'il définit comme l'occupation. Nous voulons vivre dans un État aux côtés d'Israël, a déclaré donc le chef de l'autorité palestinienne. L'émissaire international Lardar Brahimi, envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe, a affirmé avoir un plan susceptible d'être accepté par la communauté internationale afin de mettre fin au conflit en Syrie. Ce plan consiste en une solution politique basée sur la déclaration de Genève prévoyant un cessez-le-feu, la formation d'un gouvernement avec des prérogatives entières et un plan pour des élections présidentielles ou parlementaires. C'est ce qu'a détaillé donc Lardar Brahimi, estimant que les Syriens pourraient opter pour un changement de système politique en remplacement
remplaçant le régime présidentiel actuel par un régime parlementaire. Brahimi a relancé cette question qu'il avait récemment évoquée sans toutefois se prononcer sur le sort du chef d'État contesté depuis près de 2 ans. Et sur le terrain, en tout cas, l'armée syrienne bombardait hier encore 2 quartiers assiégés de Homs après avoir repris la veille un autre secteur dans un assaut ayant fait des dizaines de morts. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces violences interviennent au lendemain d'une journée particulièrement meurtrière avec 180 morts dans les seules régions d'Alep et de Damas, toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis notez que le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier devant des milliers de Syriens réfugiés en Turquie qu'Ankara soutiendrait jusqu'à la fin le soulèvement contre le président Bachar el-Assad. Le président Bachar el-Assad qu'il a qualifié de tyran. La Centrafrique à présent, nous demandons à nos cousins français et aux États-Unis de nous aider à repousser les rebelles sur leur position initiale. C'est ce qu'a déclaré François Bozizé, le président centrafricain, lors d'un discours prononcé sur la place principale de Bangui, la capitale. François Hollande a répondu que la France n'est pas présente dans son ancienne colonie pour protéger un régime, mais pour protéger ses ressortissants et ses intérêts, et en aucune façon donc pour intervenir dans les affaires intérieures d'un pays. Le compte à rebours final vers le mur budgétaire est enclenché à Washington où aucun progrès notable n'a été enregistré pendant le week-end pour éviter l'entrée en vigueur ce soir d'une cure d'austérité brutale et lourde de menaces. Sauf accord au Congrès, de plus en plus improbable en un aussi court laps de temps, se produiront en effet automatiquement à minuit ce soir une hausse des impôts pour la quasi-totalité des contribuables et des coupes claires dans les dépenses de l'État fédéral. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a été transportée hier à l'hôpital en raison d'un caillot résultant de la commotion cérébrale dont elle a été victime mi-décembre. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du département d'État. Et puis on prend également des nouvelles d'Hugo Chavez. Le président vénézuélien souffre de nouvelles complications d'une infection respiratoire. L'état de santé du président Chavez reste délicat. C'est ce qu'a annoncé Nicolas Maduro, son porte-parole, dans une intervention télévisée filmée à La Havane. Voilà, c'est donc sur ces titres que l'on referme cette édition. Merci à ceux qui l'ont préparée, ont permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, 8h, heure israélienne, 7h, heure française. Je vous souhaite une excellente journée et d'ici demain, portez-vous bien.